Mesdames, Messieurs, peuple africain, peuple français, Aimé Césaire avait pourtant dit ceci, je cite, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Et moi-même, j'ai reformulé sa pensée. Je pense que le malheur de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Vous le savez comme tout le monde entier, que la France-Afrique est l'auberge de 2 tiers des dictateurs du continent africain. Ces dictateurs qui sont déjà liberticides, antidémocratiques, antisociaux et surtout criminogènes. Les saviez-vous que c'est en zone France-Afrique que se déroulent 80% des hold-up électoraux? Les peuples vont voter depuis les cellules africaines de l'Élysée. On dit non, nous on choisit ce qu'on veut placer en Afrique. Et donc, cette zone d'Afrique francophone est sans espoir, ni lendemain à construire, et encore moins de futur à édifier, et surtout pour la jeunesse africaine francophone. On peut partir du Mali jusqu'en Guinée-Conakry, et en passant par la Côte d'Ivoire, le Togo, et jusqu'en enfer, en Afrique centrale, francophone, un environnement hostile aux alternances politiques, un environnement hostile aux libertés fondamentales, au caractère sacré de la vie humaine. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, faisons tout simple. La France, pour maintenir son rang mondial et les accords de la fin de la Seconde Guerre mondiale, a maintenu depuis sa décolonisation des pions qu'on appelle des sous-traitants négriers. C'est des gens qui sont conseillés et protégés et d'ailleurs entêtés par la France-Afrique pour qu'ils restent là au pouvoir. Le paradoxe, c'est que, il y a eu esclavage et colonisation, mais ils font pire que ce que l'esclavage et la colonisation avaient. Donc, ce sont des Noirs dressés, entraînés et conditionnés contre leur propre semblable, contre leur propre existence. C'est le paradoxe. Et que le monde entier, depuis le monde arabe et européen, aussi asiatique, se dit, non mais c'est quoi cette race noire à cette échelle? Par exemple, le cas d'Denis Sassou Nguesso. Si la France lui ordonnait d'assassiner tous les Congolais, il le ferait pour se maintenir au pouvoir. Et donc, il laisse encore une partie de sa population en vie parce qu'il y a la communauté internationale et autres. Mais il compte tout le même, toujours sur la France, c'est un double jeu et qui devient dangereux, non seulement pour le dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même, parce que toute chose a un début et une fin, mais également pour la France-Afrique. Bien sûr qu'elle ne s'est pas décolonisée depuis sa décolonisation de l'Afrique, comparé au bloc anglo-saxon ou anglophone, où il y a plus de dynamique, les pays les plus avancés, c'est tous d'Afrique anglophone. Et même l'Afrique hispanique et l'isophone, comme le Portugal, ils sont maintenant, on n'y a plus de conspiration là-bas. Donc vous allez voter, on vous emprisonne, si vous êtes élu, à défaut on vous assassine. C'est là où il y a eu beaucoup d'assassinats d'intellectuels, de cadres civils, politiques et militaires, beaucoup d'assassinats de chefs d'État. C'est toujours dans cette France-Afrique. Et ces gens-là sont ici en France. Et donc la France, devant cette injustice, fait le double jeu. De ça et pour combien de temps encore? Je pense que ce fut une époque, car avec l'arrivée de la culture globale et de l'évolution des nouvelles puissances qui arrivent, donc la France se sent quelque part en danger. Donc pour maintenir son rang mondial, et surtout à l'échelle africaine, donc la France a tiré vers le bas ses propres partenaires, soi-disant précarés français. Donc je voulais dire que c'est un suicide et collectif entre la France et son précaré. Parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Vous voyez l'immigration, 2 tiers des immigrés qui arrivent ici, et sont tous venus d'Afrique
francophone. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique francophone? Alors que cet espace est aussi le plus riche en termes de ressources naturelles. Et donc le problème est posé. Non seulement aux côtés des Africains eux-mêmes. Pourquoi vous continuez à entretenir ces monstres, à coopérer avec ces monstres sous prétexte qu'il a les pouvoirs? Bon, les hold-up, les troisième mandat et tout compagnie, mettez-vous dans la rue et chassez ces monstres. Parce que l'enjeu n'est pas seulement politique, humanitaire et autres, mais il est aussi de respectabilité interraciale. Et vous voyez comment les Africains sont humiliés partout dans le monde maintenant. Mais à cause de ces mauvais, trop mauvais pour être utiles aux intérêts de leur peuple, de leur continent. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple africain et peuple français. Bon, vous savez que nous, au Congo-Brazzaville, nous avons la première communauté ouest-africaine. Elle est malienne. Et nous avons essayé un peu d'interroger beaucoup de Maliens qui sont originaires, qui sont du Mali ou qui sont du Congo-Brazzaville, parce qu'ils se communiquent. Il dit que bon, François Hollande avait fait une bonne affaire de venir nous libérer de ce qui s'est passé en 2013, mais on s'est rendu compte qu'on a été à 80% piégé. La France est devenue le pompier pyromane. Ce qu'ils disent, c'est un pompier pyromane. Et donc, c'est identique à ce qui s'est passé en Centrafrique. Et que c'était vraiment que du bordel après l'opération Sangaris. Et donc, il y a eu que du bordel là-bas. Et donc, Archange Touadéra, le mathématicien et président élu en 2016, a dit non, 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 si je reste dans ce jeu-là, je vais avoir que des soucis ici. Donc, il était allé chercher des Russes pour protéger la Centrafrique. Et depuis, malgré tous ces bordels qui s'est passé, il me semble qu'il y a l'accalmie. Et donc, la Russie devient comme l'antidote. Là où la France fait du bazar avec ses armées, et donc pour ses intérêts, vitaux, et donc ça crée beaucoup de bazar dans ces pays, et donc les Africains ont bien compris le jeu, donc ils vont vers la Russie. Le cas de la Centrafrique est un cas d'école. Regardez observez depuis que la Centrafrique est maintenant protégée militairement par les Russes, il n'y a plus de bordel là-bas. Au niveau, vous avez vu là ce qui s'est passé. Maintenant, ça donne des idées aux autres. Donc les Maliens disent non, mais attends, mais nous sommes un peu comme la Centrafrique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut aussi faire comme l'ont fait les Centrafricains? Donc, ils sont allés vers les Russes. Et les accords sont en cours de signature. Et d'ailleurs, je vous lirai tout le contenu du message publié par un site malien. Bon, donc, comme jamais descends-toi, si ça arrive, ça a commencé en Centrafrique, et ça va arriver au Mali, peut-être ça va arriver peut-être au Gabon, peut-être au Congo-Brazzaville, peut-être donc la France devient quand même le partenaire de la reconquête de la Russie en Afrique, depuis la fin de la guerre froide, où l'Union soviétique avait aussi ses satellites en Afrique, et notamment au Congo-Brazzaville, en Angola, au Mozambique, partout. Bon, donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous dire que l'armée russe aux portes du Mali, la France tombe, et pourquoi? Donc, il suffit de voir ce message et par rapport à ce que j'ai précité, mesdames, messieurs. L'armée russe aux portes du Mali. Vladimir Poutine est sur le point de franchir un pas décisif vers l'implication de l'armée russe dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Bon, le terrorisme, c'était comme au Centrafrique, c'était que ça. Hein. Donc, on faisait ce sujet-là, mais voilà. Le processus a atteint un seuil satisfaisant avec la signature d'une pétition de 8 millions de signataires demandant le secours du Kremlin. Donc les Maliens ont demandé, 8 millions de Maliens ont demandé le secours du Kremlin. Cette pétition déjà signée a été envoyée aux autorités russes qui ont entamé des démarches pour accélérer les choses. On comprend ainsi pourquoi la Russie et le Mali ont signé un accord de coopération militaire en été dernier, alors
que l'opinion avait commencé à oublier le sujet russe à force d'attendre. Cet accord signé en marge d'un événement militaire international a été salué par tous les Maliens. Mais depuis, rien n'a filtré du contenu et de la suite réservée à cette coopération militaire dont le Mali a besoin. C'est à la faveur d'un meeting de soutien aux forces armées maliennes le samedi dernier, 12 octobre, que les langues ont commencé à se délier. Selon le groupe maliden pour développement, Vladimir Poutine a pris les choses en main avec l'envoi du dossier devant l'Assemblée des Nations Unies pour ne pas être accusé de grignoter le précaré français. L'action des Nations Unies doit s'appuyer sur des preuves de la volonté populaire des Maliens de bien vouloir recevoir l'armée russe. La pétition de 8 millions de signatures fait foi, mais les Maliens veulent faire davantage pour montrer leur impatience de voir la Russie intervenir sur le sol de leur pays. C'est pourquoi les initiateurs de la pétition ont lancé des appels à la mobilisation nationale pour soutenir l'idée. Le vœu de ces Maliens est sur le point de se réaliser puisque l'armée russe est aux portes du Mali avec la désuétude de l'accord de défense entre le Mali et la France qui n'a pas été renouvelé. Au moment où cet accord expirait en juillet dernier, on a vu plutôt la Russie signer son accord de coopération lors d'une visite du ministre des Affaires étrangères Thierry Bellet, dramé au pays des Soviets. C'est donc dire que la France elle-même n'a pas très enthousiaste. C'est donc dire que la France elle-même n'est pas très enthousiaste pour renouveler les dits accords. Sur le terrain, le résultat des missions militaires françaises est plus que polémique. L'accord de défense des Français fait l'objet de toutes sortes de spéculations et il n'a pas empêché l'armée malienne d'être meurtrie à plusieurs reprises par des terroristes. Dernier coup en date, les assauts contre les camps maliens de Mandoro et Bolkessi avec un bilan lourd de plusieurs morts et des portées disparues. C'est un article écrit par Dougou Fana Keita. Bon, je mettrai le lien en bas avec les commentaires et qui sont faits avec dans ce site-là que vous allez voir. Bon, en réalité, c'est que on dit que les bases militaires françaises en Afrique, c'est que pour soutenir les dictateurs ou faire des coups tordus contre l'Afrique, quoi. Ce qui est dans l'opinion africaine francophone. Bon, l'Angleterre, je ne sais pas s'il y a des bases militaires en Afrique, je ne vois pas, tous les autres terrains. Mais pourquoi, c'est quoi cette affaire? Donc, on dit que c'est des pompiers, l'armée française devient comme des papiers pyromanes. Et donc, comme je vous l'ai dit toujours, que la France ne sait pas décoloniser de l'Afrique. Et donc, ça devient le suicide même de la France. Parce que ça coûte cher. Hein? Ça coûte cher l'entretien de ces trucs-là qui sont là aujourd'hui. Tout le monde dit, mais à quoi ça sert ces bases militaires? On les trouve au Gabon, au Centrafrique, au Tchad, je sais pas, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, partout, oui. C'est quoi ces bases militaires qui servent à quoi? Bon, donc, on ne sait pas. Et pour les intérêts vitaux de la France, le rang de la France, mais le monde est en train de changer. Et il y a des groupes qui sont là, devant la France. Et n'oublions pas que les comptes publics de la France sont quand même au rouge. Ils ne savent pas où ils vont trouver l'argent. Or, le moment où les Africains sortent à sortir du franc CFA, la vache à lait de la France. Et donc, la France ne voit pas loin. Oui, donc, c'est toujours la pensée que je l'ai toujours dit que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Comme disait Albert Einstein, pour garder l'équilibre, il faut... Bon, c'est un processus de notre pensée pour
euh, inventer le futur autre, il faut tout justement modifier nos modes de pensée. Donc la France doit d'abord se décoloniser comme mentalement et autres comme l'on fait, parce que la France Afrique, je crois, des mallettes et valises africaines, des rétrocommissions, des passe-droits, des retraites dorées, de tout ce qui est financement illicite, tout c'est du bordel, c'est du bordel. Et comme cette zone disent la plupart des concurrents de la France, non, ces pays-là ne se sortiront jamais, jamais, jamais. Ils resteront toujours dans ces zones s'ils ne s'en sortent pas. Et donc, je dis que c'est un souci collectif. Allez dans l'Afrique, en Afrique, vous verrez que là où vous aurez l'opportunité de faire du business, là, on respecte les fondamentaux des règles économiques, financières et autres. C'est en Afrique anglophone. Mais l'Afrique francophone, c'est de la merde. Donc, vous avez tout compris. Donc, dans l'élever ces formations, la France doit se positionner et se restructurer. Parce que ce monde-là est comme ça. Là-bas, les gens ont tout perdu. En Afrique centrale, au moment où il y aura l'abcès, le printemps d'Afrique centrale, mais la France va perdre gros là-bas. Je vous dis sincèrement. Et les gens là-bas ont tout perdu. Et donc, on voit qu'en Afrique centrale, il n'y a aucune alternance politique. On a mis les morts sur cela, entêtés, ils sont conseillers et on fait. Mais c'est du bordel. Des négros, comme disait une jeune fille, femme, qui est aujourd'hui jeune femme, doit avoir 28 ans à peu près. Elle a dit l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Tous ces mauvais-là qu'on appelle dictateurs, commençons au Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, les Ali Bongo au Gabon, les Paul Biya au Cameroun, en prenant les débuts au Tchad, on voit les Yadima au Togo, on peut aller plus loin, on peut tous les citer. C'est des mauvais, c'est des gens mauvais. Et que même si les Noirs qui sont... Voilà, attends, c'est jamais vu comment une race peut être contre sa propre existence, contre les fondamentaux de l'humanité. D'abord, la raison. La raison de dire non, mais c'est pas bien, j'arrête là, je fais rien du tout. Ici, il y a des alternances politiques en Occident partout, parce que les gens ont franchi la barrière de la raison. Mais ils ne sont pas encore là à ce stade-là. Mais il y a aussi la conscience. On est conscient que ce que je fais du mal là, c'est pour le continent, pour tout, mais rien du tout. Donc, vous voyez que notre anthropologie politique, culturelle et sociale et sociétale n'est pas bonne. Donc, tout est à réformer en Afrique. Et ne soyez plus placez plus les émotions au-dessus de la raison. Mettez la raison au-dessus des émotions. Mettez la raison au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit tribale, ethnique, raciale et autres. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Mettez la raison au-dessus de l'intérêt général. Hein? Donc vous pouvez dire oui, c'est ça. L'intérêt général et la raison doivent être ensemble. Et n'oublions pas que nous avons ce problème d'émotion. Donc vous devez franchir cette barrière des émotions. Et à ce moment-là, nous pourrons repenser l'Afrique de demain, ensemble et dignement. Mesdames et messieurs, donc c'est un processus qui va s'amplifier parce qu'il y a, oui, moi je crois à l'avenir parce que moi j'ai toujours dit, moi, que le 21e siècle est asiatique. Mais à partir de 2050 à 2080, nous commencerons à voir la montée en puissance de l'Afrique. L'Afrique, le 22e siècle est africain. Parce que les territoires sont immenses et vierges, les ressources colossales et les technologies désormais disponibles partout. Et donc, il y a des esprits d'Africains qui sont maintenant partout dans le monde. Et donc, il y a des ruées qui vont revenir vers l'Afrique. Et que la communauté africaine est déjà noire dans tous les continents du monde. Ils vont revenir à tout instant. Donc, il manque les détonateurs. Et les détonateurs sont arrêtés d'arriver parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, nous sommes là en train de donner des outils d'aide à la décision pour les générations à venir en Afrique, que le 22e siècle est africain. Et donc, commencer par le socle du développement, c'est l'éducation. Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et collective sur différents échelles. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser avec Tim qui interprétait Sonny Rollins sur les côtés de l'esplanade des Invalides à Paris 7e. Ce fut
le 24 septembre 2016. C'est ma propre vidéo que je vais vous le mettre. Et merci et à bientôt.